moi quand je travaillais à la boutique. Aussi, je m'occupais des restaurations le soir, une fois ma fille couchée. Ce soir, c'était le tour du bol à thé. Le lieutenant Frank Reyna de la police de San Francisco ne perdit pas une seconde en mondanité. « J'ai besoin que tu me rendes un service, un sacré service cette fois-ci. » Je levai les yeux vers l'horloge digitale, les chiffres vert pâle indiquaient minuit 24. C'est l'heure idéale pour ce genre de choses, en effet. À l'autre bout du fil, Reyna laissa échapper un grognement d'excuses. « Tu toucheras tes honoraires habituels de consultant, c'est-à-dire pas grand-chose. Je ferai avec. J'espère que tu continueras longtemps à raisonner comme ça. Il faut que tu viennes voir quelque chose. Tu as une casquette de baseball? Ouais? Tu la prends et tu te la visses sur le crâne en veillant à ce que la visière cache ton visage autant que possible. Casquette, tennis, jean. Et une fois habillé, tu rappliques à fond la caisse. Je rapplique où? À Japantown, la zone piétonnière. Je restais silencieux. À l'exception de 2 ou 3 bars et du café de la chaîne Denny's, il n'y avait rien d'ouvert à G-Town pendant la nuit. « Tu peux être là dans combien de temps ?» demanda Reyna. « Dans un quart d'heure si j'égratigne le code de la route. Je te laisse 10 minutes. » 9 minutes plus tard, la Cutlass filait vers le barrage formé par des voitures de police garées au hasard en travers de la rue, à l'extrémité de la zone commerciale piétonnière de Buchanan, à l'intersection de Buchanan et de Post. Un peu plus loin, j'aperçus le fourgon du médecin légiste, ainsi que 3 ambulances. Les haillons ouverts laissaient entrevoir des gueules noires évoquant l'entrée d'une grotte. Arrivé à une centaine de mètres du barrage, je garai la Cutlass devant le Japan Center et coupai le moteur. Je quittai le siège de cuir noir et me dirigeai vers les véhicules de police. Frank Reyna abandonna un groupe de policiers locaux pour venir à ma rencontre. Son visage était grave et ses joues mal rasées. Derrière lui, le balai rouge et bleu des gyrophares soulignait sa silhouette massive dans la nuit. « Tous les flics de la ville se sont rassemblés ici ?» demandai-je. Frank se renfrogna. « Ça se pourrait. » C'était à moi que la police de San Francisco s'adressait lorsqu'elle traitait une affaire en rapport avec le Japon. Je ne ressemble pourtant guère à un Japonais. Je m'appelle Jim Brody. Je mesure 1,85 m, je pèse 85 kilos, j'ai des cheveux noirs, des yeux bleus et je suis blanc. Alors pourquoi? Je suis né à Tokyo et j'y ai passé les 17 premières années de ma vie. Mon père était un solide Irlando-américain qui ne vivait que pour faire respecter la loi. Ma mère était une Américaine plus fragile qui adorait l'art. Nous n'avions pas beaucoup de moyens et j'avais donc été scolarisé dans les écoles du quartier plutôt qu'à l'école privée américaine qui était hors de prix. J'avais absorbé la langue et la culture de ce pays comme une véritable éponge. J'en avais également profité pour apprendre le karaté et le judo sous la tutelle des meilleurs maîtres de la capitale. Et grâce à ma mère, j'avais eu un aperçu du monde fascinant de l'art japonais. C'était l'armée qui avait entraîné mes parents de l'autre côté de l'océan Pacifique. Jake, mon père, avait commandé un détachement de police militaire chargé d'assurer la sécurité dans la partie ouest de Tokyo. Puis il était rentré au pays où il avait travaillé pour la police de Los Angeles. Mais il n'aimait guère recevoir des ordres, et il avait regagné Tokyo pour ouvrir la première agence de détective à l'américaine. Il avait commencé à me préparer un poste au sein de l'agence Brody Security 1 semaine après mon 12e anniversaire. J'étais devenu une sorte d'observateur. Je restais aux côtés de mon père et des détectives pendant les interrogatoires, les planques et les voyages destinés à rassembler des informations. Dans les bureaux, j'étudiais les anciens dossiers lorsque je n'écoutais pas les enquêteurs formuler des hypothèses à propos de chantage, d'adultère, de kidnapping et d'autres joyeusetés. Ces conversations sans détour me plongeaient dans une réalité 1000 fois plus intéressante que les soirées dans les boîtes de nuit de Roppongi ou dans les izakaya minables de Harajuku, ce qui ne m'empêcha pas de commencer à fréquenter ces établissements 4 ans plus tard grâce à une fausse carte d'identité. 3 semaines après mon 17e anniversaire, Shig Narasaki, l'associé de mon père, oncle Shig, comme je l'appelais à la maison, m'enrôla pour une mission d'observation. Il s'agissait d'une simple planque destinée à rassembler des informations à propos d'une extorsion impliquant le vice-président d'une importante compagnie d'électronique et un gang local de soi-disant yakuza. Une petite reconnaissance. Aucun travail d'approche, pas d'intervention. J'avais déjà participé à des dizaines de missions de ce genre. Nous étions assis depuis 1 heure dans une voiture garée dans une ruelle. Nous observions un petit restaurant de yakitori fermé pour la nuit.
Je commence à me poser des questions, dit Chic.